Été 1942. Quelle chance encore s'offre à la France. Ce n'est pas sans anxiété que j'attends le lever du rideau sur le nouvel acte du drame. Écrit de Gaulle dans ses mémoires de guerre en parlant de ses rapports avec ses alliés. Roosevelt voit en lui un dictateur en puissance et Churchill s'irrite de ses prétentions. J'étais extrêmement monté contre de Gaulle à cette époque. Un débarquement se prépare en terre française d'Afrique du Nord. De Gaulle n'en sera pas informé. 10 ans après, ils se souviennent. Alors aux enfants de la patrie, Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici. Les échos de la capitulation de Tobruk retentissaient dans le monde entier. Nous sommes le 10 août 1942. Churchill se rend à Moscou. Je suis venu pour réorganiser le commandement. Ensuite, j'irai à Moscou. Je réfléchissais à la mission qui m'emmenait dans ce sinistre et lugubre état bolchevique. Jadis, j'avais essayé de toutes mes forces de l'étrangler à sa naissance. Et jusqu'à l'apparition de Hitler, je l'avais considéré comme l'ennemi mortel de la liberté et de la civilisation. Quel était mon devoir maintenant? Que fallait-il dire à ces dirigeants? Staline souhaite un débarquement en Europe pour soulager son armée de la pression allemande. Churchill lui annonce son report et le débarquement prochain des Alliés en Afrique du Nord. Je me mis alors à expliquer l'opération Torch dans le détail. Staline manifesta un intérêt intense. Nous nous groupâmes alors autour d'un énorme globe terrestre et j'expliquais les immenses avantages que nous obtiendrions en chassant les ennemis de la Méditerranée. Sa première question fut pour s'enquérir de ce qui se passerait en Espagne et dans la France de Vichy. La France est très abattue et nous désirons lui redonner courage. Mais Staline insiste. Que comptions-nous faire au sujet de De Gaulle? De Gaulle s'est plaint des agissements déloyaux à ses yeux des Anglais en Syrie et au Liban. Le Premier ministre reçut mon message tandis qu'il était à Moscou. Il y répondit le 23 août du Caire sur le chemin qui le ramenait à Londres. Churchill s'en offusque Nous ne cherchons nullement à ruiner la position de la France. et menace de ne plus aider la France libre si De Gaulle ne rentre pas à Londres s'expliquer. Je décidai de me rendre à Londres. De Gaulle prend son temps en terre française d'Afrique. Il rencontre Churchill le 29 septembre 1942 à Londres. La reprise avec le gouvernement britannique ne pouvait être que rude. Monsieur Churchill s'en prit alors à moi sur un ton acerbe et passionné. Vous dites que vous êtes la France, vous n'êtes pas la France. Je ne vous reconnais pas comme la France. Puis, toujours véhément, La France, où est-elle? je le coupais. Si à vos yeux je ne suis pas le représentant de la France, pourquoi et de quel droit traitez-vous avec moi de ses intérêts mondiaux? Monsieur Churchill garda le silence. L'entretien, parvenu à ce point, ne pouvait plus servir à rien. On en convint et on se sépara. La progression des blindés allemands est arrêtée devant El Alamein. General Alexander, General Montgomery, has gained a glorious and decisive victory in what I think should be called the Battle of Egypt. Rommel's army has been defeated. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. À la veille du débarquement d'Afrique du Nord, Roosevelt s'adresse à Pétain.
Voulez-vous me permettre de vous dire que le message proposé pour Pétain me paraît trop aimable? Il s'adressait au maréchal Pétain en l'appelant mon cher vieil ami et invoquait les gloires un peu surannées du Verdun de 1916. Je pensais que ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase pour les gaullistes. Il me faudra expliquer Torch à De Gaulle dans les 24 heures qui précéderont le jour J. Je suis sûr que l'on peut faire confiance à son honneur de soldat. Roosevelt refuse. Je ne m'opposais pas à cette décision. J'étais pleinement conscient des liens qui unissaient les Britanniques au général de Gaulle et de la gravité de l'affront que nous allions lui infliger en le tenant délibérément à l'écart de toute participation à l'entreprise. Soldiers and sailors, it is not known whether the French African Army will contest our landing. However, when any of the French soldiers seek to surrender, you will accept it, and remember, the French are not Nazis or Japs. Toute la journée du 7 novembre, les postes de radio d'Amérique et d'Angleterre répètent « Robert arrive, Robert arrive ». À les entendre, je ne doute pas que ce Robert, prénom de Murphy, soit le terme convenu pour désigner la force américaine à ceux des Français d'Afrique dont on s'est ménagé l'appui. C'est donc que le débarquement commence. À midi, je suis à Downing Street, où Churchill m'a prié de venir. Nous avons été, déclare M. Churchill, contraints d'en passer par là. Soyez assurés cependant que nous ne renonçons aucunement à nos accords avec vous. Pour atténuer quelque peu l'affront ainsi fait à sa personne et à son mouvement, je fis en sorte que lui fût remise l'administration de Madagascar. Nous avions gardé la chose en réserve comme fiche de consolation. Au fait, saviez-vous que Darlan était à Alger? L'amiral Darlan, haut dignitaire en provenance de Vichy. Français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous. Le soir, m'adressant par radio aux chefs, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, je leur crie « Levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. » Une seule chose compte, le salut de la patrie. Le 10 novembre, Darlan est nommé haut-commissaire pour l'Afrique du Nord. Le 11 novembre a lieu une grande réunion que les Français de Grande-Bretagne ont prévue depuis longtemps. Jamais l'Albert Hall ne contint plus de monde. Je dis la France, c'est-à-dire la masse française est une... Vous resterez seul. Ne vous heurtez pas de front avec les Américains. Patientez, ils viendront à vous, car il n'y a pas d'alternative. De Gaulle réplique « Quant à vous, je ne vous comprends pas. Vous faites la guerre depuis le premier jour. On peut même dire que vous êtes personnellement cette guerre. À l'heure qu'il est, jamais encore un soldat de Roosevelt n'a rencontré un soldat d'Hitler, tandis que depuis 3 ans, vos hommes se battent sous toutes les latitudes. Cependant, vous laissez l'Amérique prendre la direction du conflit. Or, c'est à vous de l'exercer, tout au moins dans le domaine moral. Faites-le. Le gouvernement de Sa Majesté a des obligations bien définies et solennelles envers De Gaulle. Nous devons veiller à ce qu'il soit traité équitablement. » Lettre de Churchill à Roosevelt. Le 25 novembre. Les forces allemandes déferlent sur la zone libre. Vichy interdit qu'on leur résiste. L'armée de l'armistice doit déposer les armes en attendant qu'on la démobilise. Le 26 novembre, la flotte se saborde à Toulon. Submergé de colère et de chagrin, j'en suis réduit à voir sombrer au loin ce qui avait été une des chances majeures de la France, à saluer par les ondes les quelques épisodes courageux qui ont accompagné le désastre et à recevoir au téléphone les condoléances noblement exprimées mais sourdement satisfaites du Premier ministre anglais.
Darlan est assassiné le 24 décembre. De Gaulle l'apprend le jour même, de retour d'une inspection. Pour l'unité française, la disparition de Darlan comportait de grandes conséquences. Il me fallait en tirer parti. Le meurtre de Darlan, bien que criminel, délivra les Alliés de l'embarras que leur causait sa coopération, en leur laissant tous les avantages que l'amiral avait pu leur procurer au cours des heures cruciales du débarquement. Les Américains, en effet, avaient maintenant le champ libre pour installer à Alger celui-là même qu'ils avaient choisi dès l'origine et dont De Gaulle est consigné à Londres par les Alliés. Les Français libres volent de victoire en victoire. Roosevelt et Churchill organisent une rencontre secrète à Casablanca. Notre rencontre fut extrêmement chaleureuse et amicale. J'éprouvais un immense plaisir à voir mon grand ami sur ce sol conquis ou libéré dont nous avions réussi à prendre possession. Il fut ensuite question du général de Gaulle. Je désirais vivement qu'il vînt. s'il me fallait me rendre à Anfa pour figurer dans une compétition à titre de poulain des Britanniques, tandis que les Américains y engageraient le leur, ce serait là une comédie inconvenante, voire dangereuse. Churchill veut clarifier le rôle de Gaulle et l'invite à rencontrer Giraud. Mais tandis que j'attendais un geste de M. Roosevelt, ce fut M. Churchill qui soudain se manifesta. Le 17 janvier, M. Eden me remettait un télégramme que le Premier ministre m'avait adressé du Maroc. M. Churchill me demandait de venir l'y rejoindre. Mais de Gaulle le prit de très haut et refusa à plusieurs reprises. Celui-ci, mortifié devant mon refus, et d'autant plus qu'il l'avait essuyé devant les Américains, m'adjurait de reconsidérer la question. Je chargeai alors Eden d'exercer sur lui la pression la plus forte, allant jusqu'à le prévenir que, s'il maintenait son refus, nous insisterions pour le faire remplacer à la tête du Comité français de libération. Je suis autorisé à déclarer que l'invitation que vous a été faite de venir ici émanait du président des États-Unis aussi bien que de moi. Les conséquences de votre refus, si vous le mainteniez, seraient à mon avis très défavorables, tant pour vous-même que pour votre... Le 22 janvier, de Gaulle arrive au Maroc. De Gaulle arriva enfin le 22 janvier et fut conduit à sa villa, voisine de celle de Giraud. Aucune troupe ne rendait les honneurs. Mais des sentinelles américaines gardaient autour de nous un large périmètre. Un réseau de barbelés encerclait la conférence. Bref, c'était la captivité. J'eus un entretien glacial avec lui. Et je lui fis très clairement comprendre que nous n'hésiterions pas à le briser s'il persistait à être un obstacle. Il se montra fort guindé, puis sortit de la villa et traversa le petit jardin, la tête haute. Le chef lui en procurait les moyens. La guerre lui en offrait l'occasion. Le président fut séduit par son regard plein d'âme, mais il n'y avait pas grand-chose à faire pour les mettre d'accord. Finalement, dans la matinée du 24, nous nous rendîmes à la conférence de presse. Iriez-vous, s'écria le président jusqu'à serrer la main du général Giraud, en notre présence et devant l'objectif? Ma réponse fut « I shall do that for you ». Nous les obligeâmes à se serrer la main en public, devant tous les journalistes et les photographes. Les 4 acteurs arborèrent le sourire. Les gestes convenus furent faits. Tout allait bien. Il c'est l'âge qui fixe cet événement, même en les replaçant dans le cadre de cette époque tragique. Au lendemain d'Anfa, Churchill fait escale à Tripoli dont la 8e armée s'est emparée. Lettre de Churchill à Roosevelt. Nous non plus, nous n'avons pas apprécié ce qu'a dit de Gaulle lors de sa conférence de presse du 9 février. Je suis en train d'exercer une forte pression pour que de Gaulle soit dilué au sein de son comité. Afrique du Nord. D'après moi, il ne s'intéresse qu'à sa propre carrière, qui est basée sur sa vaine prétention de s'ériger en juge de la conduite de chaque Français à la suite de la défaite militaire.
Je demande à mes collègues d'examiner d'urgence la question de savoir si nous ne devrions pas dès maintenant éliminer De Gaulle en tant que force politique. Il m'annonça qu'en rentrant à Londres, il m'accuserait publiquement d'avoir empêché l'entente, dresserait contre ma personne l'opinion de son pays et en appellerait à celle de la France. On prétendait que De Gaulle s'était servi de l'argent anglais pour attirer à lui personnellement les marins du cuirassé Richelieu. On disait en raillant qu'il se considérait lui-même comme la réplique vivante de Jeanne d'Arc, dont un de ses aïeux, après ce que l'on prétend, fut un fidèle compagnon. Cela ne me paraissait pas aussi absurde qu'on pouvait le croire. Certains disaient déplorable orgueil ou bien ambition déçue, mais la plupart avançaient que j'étais candidat à la dictature. La 8e armée franchit la frontière tunisienne, accompagnée des 3500 Français libres du général Leclerc, venus du Tchad. Les troupes du général Juin jouent un rôle décisif dans les combats. De Gaulle, lui, est consigné à Londres. J'étais extrêmement monté contre De Gaulle à cette époque. Le 4 mai, Churchill est à Washington. Le sort de Gaulle se joue là-bas. Je dois maintenant vous avertir solennellement que la question de Gaulle a pris ici un tour extrêmement grave. Il ne se passe pas de jour que le président ne m'en parle. Bien qu'il le fasse très amicalement et souvent sur le ton de la plaisanterie, je suis sûr que l'affaire lui tient très à cœur. Le président m'a même laissé entendre que Giraud risquait d'être assassiné par des gaullistes. Il est vrai qu'il ne m'a fourni aucune preuve à l'appui de cette assertion. À ce stade, il s'en fallut de très peu que nous nous rompions avec cet homme si difficile. Pourtant, le temps et la patience permirent d'arriver à des solutions acceptables. À Washington, Churchill veut convaincre Roosevelt d'envahir la Sicile. Churchill part pour Alger. Il faisait nuit quand nous décollâmes, et nous étions tous disposés à nous coucher. Il faisait alors un clair de lune magnifique. Je regardais l'océan très calme, à 2000 mètres au-dessous de nous. Presque à la verticale, il y avait un navire qui ressemblait à un petit cargo. J'éprouvais un sentiment de soulagement très net en le voyant. Nanti de cette illusion rassurante, je regagnai mon lit et dormis presque jusqu'à l'aube. Les 8 jours que je passais alors à Alger et à Tunis sont mes plus agréables souvenirs de la guerre. Voulant aller faire visite à M. Churchill, j'appris qu'il venait de partir pour une destination inconnue. Les relations du gouvernement britannique avec De Gaulle s'altérèrent au cours de l'été de 1943. De Gaulle devint plus intraitable que jamais. Sa position s'était renforcée au cours des semaines précédentes. Il avait beaucoup de partisans en Tunisie, pays qui était maintenant aux mains des Alliés. Les nouvelles venues de la France métropolitaine démontraient l'étendue de son prestige et les progrès. À peine avais-je, le 30 mai, atterri à Boufarik, j'apprenais que M. Churchill, rejoint ensuite par M. Eden, était arrivé lui-même en grand mystère. Au cours des 2 journées suivantes, nous nous rendîmes en avion et en voiture dans quelques endroits splendides, devenus historiques après les batailles des mois précédents. Il y avait dans l'air une ambiance de victoire. L'ennemi avait été chassé de toute l'Afrique du Nord. Je parlais devant plusieurs milliers de soldats à Carthagène, dans les ruines d'un immense amphithéâtre. Je n'ai plus la moindre idée de ce que je leur dis, mais l'auditoire applaudit et poussa des exclamations, tout comme celui qui avait assisté 2000 ans plus tôt à des combats de gladiateurs en ce même endroit. Nous avons eu à déjeuner tous les membres du comité français, qui paraissaient très cordiaux. Si De Gaulle veut se montrer violent et déraisonnable, il sera mis en minorité par 5 voix contre 2, et il risque même de se montrer complètement isolé.
Comme je lui marquais ce que sa présence pendant ces journées et dans ces conditions avait pour nous d'insolite, il protesta qu'il n'essayait nullement de se mêler des affaires françaises. Churchill rajoute: Nous aurions eu des mesures à prendre s'il s'était produit ici quelques brutales secousses. Par exemple, si d'un seul coup, vous aviez dévoré Giraud. La préparation du débarquement de Sicile constituait l'arrière-plan de la querelle avec de Gaulle. Nous n'avions pas été invités à prendre part à l'opération. La raison qu'on nous en donnait était l'insuffisance d'armement de nos unités. Le concours de malveillance engagé entre Washington et Londres trouvait largement son écho dans la presse et la radio. En arrivant à Londres, je reçus un télégramme du président qui exprimait son inquiétude. Giraud et de Gaulle dirigent un nouveau comité de libération nationale, mais Les disputes provoquées par le général au sujet du haut commandement français, les Allemands avaient conquis sa patrie. Ils n'avaient pas un coin de terre où poser solidement le pied. N'importe, ils bravaient le monde entier. au début de l'été commence le débarquement allié en Sicile. Mais à Alger, Roosevelt l'avait prévu, de Gaulle et Giraud se battent pour le pouvoir. De Gaulle parle d'exclure ceux qui ont collaboré avec Vichy. Il était donc inévitable que Giraud se trouvât peu à peu isolé et refoulé, jusqu'au jour où, enfermé dans des limites qu'il n'acceptait pas, et d'autre part, privé des appuis extérieurs qui étaient cause de son vertige, il se jetterait dans la retraite. Quant à moi, ce n'est pas sans chagrin que je me trouvais aux prises avec cette pénible affaire. Le long de la route qui menait à l'unité du pays, j'ai rencontré maintes fois de ces questions de personnes où les devoirs de la charge dépassent mais blessent les sentiments. Giraud se rend alors aux États-Unis et à Londres. À la presse de Londres, il affirma « Personne n'a le droit de parler au nom de la France ». Au total, chez les Alliés, les gens responsables ou non qui avaient vu et entendu le général Giraud en tirèrent l'impression que, si sa personne et sa carrière méritaient le respect, il n'était pas fait pour diriger son pays en guerre. Le 14 juillet, c'est Alger, capitale de l'Empire et de la France combattante, qui offrit la démonstration de la Renaissance. La traditionnelle prise d'armes revêtait le caractère d'une espèce de résurrection. En saluant les troupes qui défilaient, je voyais en une sorte de flamme monter vers moi leur immense désir de prendre part aux prochaines batailles. Le 8 juillet, Jean Moulin, arrêté par les Allemands, meurt sous la torture. Il était de ceux qui incarnaient leur tâche et qu'à ce titre, on ne remplace pas. Au Québec, le débarquement allié se discute entre Churchill et Roosevelt. Le 31 juillet, le Comité national a décidé que de Gaulle présidera seul les séances. Churchill réagit. C'est avec le comité, et non avec le général de Gaulle, que nous voulons traiter. Nous essayons en ce moment d'accroître le pouvoir collectif et dépersonnalisé du comité, et de renforcer le plus possible les influences civiles. Le 4 octobre, les nôtres pénètrent dans Bastia. Giraud n'a pas prévenu de Gaulle de cette opération. Dans la soirée du même jour, je me rends auprès du commandant en chef pour le féliciter au nom du gouvernement de l'heureuse issue de l'opération militaire. Il l'avait prescrite et lancée, il en avait assumé le risque, le mérite lui en revenait. Mais de Gaulle lui reproche d'avoir agi seul. Quitter le gouvernement. La position de Giraud s'affaiblit progressivement. Le seul appui qu'il posséda provenait de certains milieux de l'armée qui appréciaient la bienveillance américaine et de son rôle de coprésident du comité national.
la personnalité de Gaulle s'avérait incomparablement plus forte. Le 3 novembre, De Gaulle préside désormais seul les débats de l'Assemblée consultative à Alger. Je ne suis pas du tout satisfait des changements survenus dans le Comité national français et qui laissent la présidence au seul De Gaulle. De Gaulle ne voulait pas accepter Giraud comme commandant supérieur de forces françaises. Giraud désirait conserver indemne l'armée française de l'Afrique du Nord et la mettre à l'abri de l'influence des Français libres. Depuis le 9 septembre, les troupes alliées se battent en Italie. L'hiver approche. Tout annonce qu'il sera le dernier avant que les armes décident. Mais quel pouvoir va demain s'établir à Paris? Ce pouvoir, que fera-t-il? Le débarquement doit être au centre de la conférence du Caire et de Téhéran entre Churchill et Roosevelt. Nous-mêmes avions été tenus en dehors de l'affaire au point que Churchill et Roosevelt, passant l'un par le ciel, l'autre au large de ses côtes pour gagner le Caire et Téhéran, s'étaient gardés de prendre contact avec nous. Churchill redoute un débarquement allié en Europe par crainte de la perte de trop nombreuses vies humaines. Non, c'est en France qu'il fallait chercher la décision. En France, c'est-à-dire sur un sol favorable aux opérations rapides, à proximité des bases aériennes et navales, et où la résistance mettrait dans le jeu allié un atout de premier ordre. C'est aussi au nom de l'intérêt proprement français que je croyais devoir écarter, pour ce qui nous concernait, le projet des Britanniques. Tandis que l'envahisseur tenait la France asservie, faudrait-il laisser l'Occident engager ses armées dans une direction excentrique? Notre pays serait-il libéré de loin et indirectement, sans avoir vu ses soldats et ses alliés remporter sur son sol À Téhéran, Roosevelt et Staline imposent à Churchill le débarquement en Europe. Mais celui-ci se bat contre leur mépris envers la France. J'ai fréquemment répété que l'intérêt majeur de la Grande-Bretagne est d'avoir une France forte après la guerre, et je n'hésiterai pas à défendre cette opinion. Selon Roosevelt, après la guerre, Russie, Grande-Bretagne et États-Unis se partageront seuls l'Europe. Je terminais en déclarant que si nous étions tous d'excellents amis, il serait vain de nous leurrer en pensant que nous considérions toutes les questions d'un même œil. Il y fallait du temps et de la patience. Le 23 novembre, les troupes du général Juin sont à Naples. À mesure que grandissait cette participation militaire, nous parlions plus haut dans le domaine politique. Il le fallait d'ailleurs. Des troupes françaises, pas toujours désirées d'ailleurs par les Alliés. Il y eut quelques tumultes. Du côté de l'état-major allié, on protesta que notre manière de faire compromettait les opérations. C'est en décembre 1943 que s'engage en Italie notre corps expéditionnaire. On lui fait place, c'est donc pour une tâche difficile. Rome est l'objectif des Alliés. Ma santé avait laissé beaucoup à désirer pendant tous ces voyages et ces conférences. Je décidai de faire encore un effort pour reprendre des relations amicales avec De Gaulle avant de regagner Londres. Monsieur Duff Cooper vint me dire « Churchill, comme vous le savez, est tombé malade à Tunis en revenant de Téhéran. On l'a depuis transporté à Marrakech. Il souhaiterait beaucoup vous voir. » Le général estima évidemment que mon invitation ne lui parvenait pas assez longtemps à l'avance. J'aurais dû savoir qu'il ne consentait pas à coucher en Afrique du Nord ailleurs que dans une résidence officielle française. Néanmoins, eu égard à la personne et aux circonstances, j'allais le 12 janvier déjeuner avec M. Churchill.
Pourquoi compliquait-il sa propre tâche par ces frictions inutiles et bien d'autres encore? Pourquoi essayait-il constamment d'offenser ces puissants gouvernements, sans le concours desquels il ne pouvait pas vivre? De la meilleure humeur, je répondis à M. Churchill que l'intérêt porté par lui et par Roosevelt à nos affaires intérieures était à mes yeux la preuve du redressement de la France. Pour la foule de Marrakech, comme pour celle qui partout ailleurs regarderait les images sans connaître l'envers du décor, Churchill et De Gaulle apparaissant côte à côte signifiaient que bientôt les armées alliées marcheraient ensemble à la victoire et que c'était là l'essentiel. Je le dis au Premier ministre et nous convînmes qu'après tout, c'est la foule qui avait raison. De Gaulle rejoint Alger, Winston Churchill, Londres. Il m'a toujours semblé que je comprenais l'âme de la France. Aussi étais-je fort inquiet de la violente hostilité manifestée par le président Roosevelt à De Gaulle. Ne se rendait-il pas compte des difficultés qu'il se créait aux États-Unis? Que le président était très monté contre lui? Combien nous dépendions de l'aide et du bon vouloir des Américains? Le lecteur de ces volumes aura constaté que si je fus toujours disposé à me joindre aux États-Unis pour attaquer directement à travers la Manche, je savais que ce serait une aventure très difficile et hasardeuse. L'effroyable prix en vie et en sang qu'avaient coûté les grands offensifs de la Première Guerre mondiale restaient gravés dans ma mémoire. Le 30 janvier, De Gaulle se rend à la conférence de Brazzaville. Il veut rappeler que le devoir national commande d'aider les peuples de l'Empire à s'élever. Brazzaville me fait un accueil émouvant, marquant sa fierté d'avoir dans les pires années servi de refuge. Mais en même temps, un frisson d'espérance et de libération humaine faisait frémir les Africains. Le drame qui ébranlait le monde, l'épopée quelque peu merveilleuse que les gaullistes avaient entreprise sur leur propre continent, le spectacle des efforts que suscitait la guerre et qui modifiait les conditions de leur existence, faisait que dans les cases et les campements, dans la savane et la forêt, dans le désert et au bord des fleuves, des millions d'hommes noirs, jusqu'alors courbés sous une misère millénaire, levaient la tête et interrogeaient leur destin. Grands événements militaires vont avoir lieu. Si vous pouvez être ici pour 13h30, je serai heureux de vous offrir à déjeuner. L'histoire de nos deux pays exigeait, j'en avais le sentiment, que la libération de la France ne fût pas entreprise par les Britanniques et les Américains sans que les Français en fussent informés. En toute sincérité, j'adresse au Premier ministre le témoignage de mon admiration pour cet aboutissement. Mais ensuite, on en vint aux affaires. Churchill suggère à De Gaulle de rencontrer Roosevelt pour parler du pouvoir en France. Le général était hérissé. Je n'ai rien à demander dans ce domaine aux États-Unis d'Amérique, non plus qu'à la Grande-Bretagne. Cette observation m'amena à lui parler brutalement. Les États-Unis et la Grande-Bretagne acceptaient de risquer la vie de dizaines de milliers d'hommes pour libérer la France. Mais c'est parce que les Américains sont avec nous pour le faire. Car sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le Grand Large, nous serons toujours pour le Grand Large. Chaque fois qu'il me faudra choisir entre vous et Roosevelt, je choisirai toujours Roosevelt. L'entretien s'achève par un toast. À De Gaulle, qui n'a jamais accepté la défaite. À l'Angleterre, à la victoire, à l'Europe. Puis De Gaulle rencontre Eisenhower. Ike l'emmena dans la tente des cartes et lui expliqua pendant 20 minutes ce qui allait se passer. Les heures se traînèrent jusqu'au 4 juin, à 21h15, moment où une nouvelle conférence lourde de destinée se réunit au quartier général d'Eisenhower. Les dés furent irrévocablement jetés le 5 juin à 4 heures. Le débarquement commencerait le 6 juin.
the great news of our invasion, which is going, we're sure, to lead us on to victory. And while wishing good luck and Godspeed to all of our forces, especially perhaps our own loved ones, let's get back to work just as soon as we possibly can, redouble our efforts to bring these boys back victoriously and just as speedily as possible. En fin d'après-midi, De Gaulle s'adresse aux Français. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Pour les fils de France, où qu'ils soient, battre l'ennemi par tous les moyens dont ils disposent. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Le jour même, Churchill annonce aux communes le débarquement ainsi que l'entrée des Alliés dans Rome. Pendant les quelques jours que je passe en Angleterre, les nouvelles de la bataille sont bonnes. Le 10 juin, le général Montgomery fit savoir qu'il se trouvait assez solidement établi à terre pour recevoir une visite. Le temps était magnifique. Montgomery, souriant et confiant, m'attendait sur la plage. Nous avançâmes à travers notre domaine normand, encore exigu mais remarquablement fertile, ravis de constater la prospérité de la campagne. Les prés étaient remplis de superbes vaches rouges et blanches qui se chauffaient ou se promenaient majestueusement au soleil. Le jour même, j'écrivis au président Roosevelt « J'ai passé une bien belle journée lundi, sur les plages et à l'intérieur des terres. » La presse reproche à Churchill de ne pas avoir amené De Gaulle avec lui en France. Depuis plusieurs jours, j'étais prêt à ce voyage. Mais les Alliés ne s'empressaient pas de me le faciliter. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la... Je pense qu'il est essentiellement égoïste. Je ne saurais jamais si Franklin Roosevelt a pensé que dans les affaires concernant la France, Charles de Gaulle était égoïste pour la France ou bien pour lui. Mais l'extrême chaleur de l'accueil que tous me font ce soir-là ne révèle plus de divergence. C'est la preuve que dans le grand débat dont elle a été l'objet, la France va décidément l'emporter. Et maintenant, qu'elle s'étende, la grande bataille de France. Nous rapportons à la France l'indépendance, l'Empire et l'épée. Le 1er août, la 2e DB débarque en France. Paris est libéré le 25 août 1944. Paris, depuis plus de 4 ans, était le remords du monde libre. Soudain, il en devient l'aimant. Paris écrasé, brisé, Paris. Vers la France libérée, tous les États portaient leur regard. Cette nation que depuis tant de siècles on voyait à la première place, qui hier s'était effondrée dans un désastre invraisemblable, mais pour qui certains de ses fils n'avaient pas cessé de combattre, qui aujourd'hui se déclarait souveraine et belligérante, dans quel état reparaissait-elle? Quelle route allait-elle prendre? À quel rang la reverrait-on?
Je fus frappé par le respect, voire la crainte qu'une demi-douzaine de généraux de haut grade témoignaient à l'égard de De Gaulle, bien qu'il n'eût qu'une étoile sur son uniforme, alors qu'ils en avaient des quantités. J'ai été accueilli de façon merveilleuse par un demi-million de Français sur les Champs-Élysées. J'ai rétabli des rapports personnels amicaux avec De Gaulle. La fameuse avenue des Champs-Élysées était remplie d'une foule compacte et bordée de troupes sur toute sa longueur. Les fenêtres étaient garnies de spectateurs et entourées de drapeaux. D'une façon générale, j'ai eu l'impression de me trouver devant un gouvernement organisé, appuyé sur une large base et qui prend rapidement de la force. Après le repas, Winston Churchill me dit avoir été profondément touché de ce qu'il venait de voir et d'entendre. « Voudriez-vous m'indiquer, demandai-je, ce qui vous a le plus frappé ?»« Ah, répondit-il, c'est l'unanimité. » Après de tels événements, où nous avons été, vous et moi, si attaqués et outragés en France par tant d'écrits et de paroles, j'ai constaté que seul l'enthousiasme se levait à notre passage. C'est donc au fond de son âme, le peuple français était avec vous, qui l'avait servi, et avec moi, qui vous y ai aidé. Le 8 mai, l'Allemagne capitule. À la lueur des événements ultérieurs, j'ai tenu à atténuer la rigueur de nombreux jugements portés dans le feu de certaines discussions. Ce n'est pas sans peine que j'ai dû faire état de ces divergences qui m'ont opposé à tant d'hommes que j'aimais ou respectais. Churchill est battu aux élections de juillet 1945. Il va entreprendre la rédaction de ses mémoires, 12 volumes écrits au cours de ses nombreux voyages, aidés par de nombreux secrétaires. Il ne me reste qu'à exprimer au peuple britannique que j'ai représenté au cours de ces années périlleuses ma profonde gratitude pour l'appui inflexible, inébranlable qu'il m'a apporté tout au long de ma tâche. Ces 4 dernières années, j'ai eu bien des difficultés avec le général de Gaulle, mais je n'oublierai jamais qu'il a été le premier Français éminent à se dresser contre l'ennemi commun, en un temps où son pays paraissait anéanti et le nôtre semblait promis à un sort identique. Charles de Gaulle quitte le pouvoir 6 mois après Winston Churchill. Il entame en 1952 l'écriture des 3 volumes de ses mémoires de guerre. En dépit des incidents rudes et pénibles qui se produisirent à maintes reprises entre nous, en raison des frictions de nos 2 caractères, de l'opposition de nos 2 pays respectifs, Winston Churchill m'apparut d'un bout à l'autre du drame comme le grand champion d'une grande entreprise et le grand artiste d'une grande histoire. Churchill obtient le prix Nobel de littérature en 1953. Les mémoires du général paraissent chez Plon quelque temps après. Les mémoires, c'est du passé. Le passé, c'est de la cendre. Il y a quelquefois sous la cendre des braises, et parfois la flamme renaît de ces braises. De Gaulle retrouve le pouvoir en 1958. Il décerne à Churchill la Croix de la Libération. Dans 1000 ans, la France, qui a quelques expériences des combats, des labeurs et des souffrances, n'aura pas oublié ce qui fut accompli dans cette guerre, à force de combats, de labeurs et de souffrances, par le noble peuple que le très honorable M. Winston Churchill entraîne avec lui vers les sommets d'une des plus grandes gloires du monde.